La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine. Bel Produit Récréatif lance de nouveaux produits électriques. Jean-Bernard Raymond de la CAQ nous parle d'électrification des transports. La Tesla Model 3 fait un malheur en Australie. La Ville de Laval adopte un règlement forçant l'installation électrique pour bornes de niveau 2 dans les immeubles de 5 logements et plus. Le vachage de bornes, c'est le sujet de notre grande entrevue, ainsi que Pierre Tadros qui va nous parler des règlements entourant le vachage. Les réflexions branchées de Claude Gauthier, Monsieur Côté fait face au changement. Tout ça et bien plus encore dans cet épisode spécial et 65e épisode du balado. Silence, on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec joie et plaisir que j'anime ce podcast dédié 100% aux voitures électriques. J'espère que vous allez bien. Attachez votre ceinture, on a un épisode spécial aujourd'hui, spécial dans le sens où il est un peu plus long, l'entrevue est plus longue, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est un sujet d'actualité qui fait couler beaucoup d'encre, en tout cas qui fait écrire beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, particulièrement sur la page Facebook, là, les vacheurs de bornes. Donc aujourd'hui, on va parler du vachage de bornes, le vachage là, qui consiste, qui est l'action là, de bloquer l'accès à une borne de recharge. Donc on va parler de ça en long et en large, c'est très polarisant. Les gens ont plein d'opinions là-dessus. Évidemment, on va le faire sous le signe de la bonne humeur, sous le signe également de la tolérance et de l'éducation, c'est-à-dire qu'on comprend très bien que tout le monde ne peut pas connaître les règlements. Par contre, on fait malheureusement parfois face à des gens qui sont un peu de mauvaise foi, qui sont des électromobilistes et qui croient que les stationnements devant les bornes leur sont des stationnements réservés VIP et ça frustre beaucoup d'électromobilistes. Donc, c'est le sujet de l'émission d'aujourd'hui. On va en parler en long et en large. Je veux vous parler particulièrement du fait que nous avons maintenant un domaine Internet, donc vous pouvez maintenant rejoindre le podcast au www.silenceonroule.com, donc ça va être très facile. www.silenceonroule.com et de là, vous avez accès à toute l'information sur le podcast. De la même façon, maintenant, pour m'écrire, vous allez écrire à martin@silenceonroule.com et puis je vais recevoir les informations en studio de façon efficace, rapide et ça va permettre là, de simplifier et de rendre là, ça un petit peu plus intuitif pour tout le monde. Donc, je vous incite fortement à visiter notre site web. Également, vous avez sans doute remarqué qu'on a changé un peu le branding, le visuel, un nouveau logo pour Silence on roule, une nouvelle image, une nouvelle identité visuelle. On avait fait le tour, on avait changé l'identité sonore il y a de cela quelques mois et là, on vient de retoucher le visuel. Je pense qu'on a un produit de plus en plus professionnel à vous offrir. J'espère que vous l'appréciez. En fait, votre appréciation est pas mal finalement notre unique salaire. Donc, si vous aimez ça, si c'est à votre goût, ben, gênez-vous pas pour nous le dire. Un petit courriel à martin@silenceonroule.com ou encore via les réseaux sociaux sur notre Facebook, Silence on roule, le podcast. Vous pouvez également, puisqu'on est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion connues, que ce soit Google Play, iTunes, Apple Podcast. Donc, allez faire un petit tour là-dessus. Quand on peut mettre une cote, ben, gênez-vous pas pour nous donner une bonne note et puis nous donner vos commentaires. Ça nous nourrit, ça nous aide aussi à avoir des idées. Si vous avez des idées de sujets qu'on pourra traiter dans les prochains podcasts, gênez-vous pas pour nous le suggérer. Parfois, l'actualité nous fournit amplement un sujet. D'autres moments donnés, ben, on apprécie aussi avoir le pouls de ce qui vous intéresse parce que c'est d'abord et avant tout pour vous, chers auditeurs, qu'on fait cette balado-diffusion. Alors, sans plus tarder, parce qu'on a déjà un épisode, je vous l'ai dit, qui est super rempli, super bien chargé cette semaine, je vous propose qu'on aille tout de suite aux actualités. On a des chroniques et puis on a évidemment cette grande entrevue aujourd'hui sur le vachage de bornes. Donc, quittez pas, on vous revient tout de suite après les actualités. Bombardier Produits Récréatifs dévoile 6 véhicules concept électriques. Outre un scooter électrique, un vélo électrique, la société a également dévoilé un jet ski électrique.
Tout en présentant sa gamme de véhicules de sport motorisés modèle 2020, le fabricant canadien BPR a dévoilé 6 véhicules concept électriques. La marque présentait une gamme électrique de véhicules allant du jet ski au kart électrique. Cependant, les 2 véhicules qui se démarquent étaient le CT1 et le CT2. Alors que le premier est un scooter électrique, le second est une moto électrique. Pour le moment, les informations sur ces véhicules sont limitées. Cependant, les images révèlent des informations sur un des véhicules. Par exemple, les 2 roues sont équipées d'une suspension télescopique, de jantes en alliage et d'une installation à DEL et un tableau de bord entièrement numérique. On le sait tous, la campagne électorale amène les politiciens à se prononcer, les différents partis à prendre position. D'ailleurs, l'AVEQ a envoyé un sondage à tous les partis. Ça vous sera rendu disponible sous peu. J'ai profité dernièrement là, de l'invitation de Jean-Bernard Raymond de la coalition Avenir Québec. Évidemment, ce n'est pas un politicien sur la scène fédérale. Il est politicien là, pour la CAQ, donc au niveau provincial. Mais quand même, M. Raymond avait une position sur l'électromobilité. C'est très intéressant. Et j'en ai profité pour faire une entrevue avec lui poser quelques questions sur sa position, la position de son parti sur le sujet. L'intégrale de cette entrevue sera diffusée en mode hors série pour nos abonnés, mais écoutons tout de même quelques extraits de cette entrevue. Moi, je suis député de Richelieu. La circonscription provinciale de Richelieu, c'est 16 municipalités, mais pour vous situer, la ville-centre, c'est Sorel-Tracy, complètement à l'est de la Montérégie, au bout de l'autoroute 30. On est dans la région de la Montérégie. Puis, pour ne pas le nommer, je roule avec une Volt. Ma conjointe aussi en possède une. Je trouve que c'est une voiture idéale pour faire la transition, selon moi. Fait que j'en profite pour parler du soutien financier qui est offert par le programme Rouler vert pour l'achat et l'installation au domicile de bornes de recharge. Puis, considérant que tous les Québécois sont pas propriétaires aussi, le programme, il couvre maintenant l'achat et l'installation de bornes pour les multilogements. Ça, je pense que c'est une belle mesure. Puis, il suffit d'avoir conduit une fois une voiture électrique. Il y a un paquet de raisons de se tourner vers la voiture électrique. Moi, j'en retiens 3 à peu près. Premièrement, c'est un geste concret pour réduire d'une façon individuelle nos émissions de GES. Donc, c'est une décision qui a un impact environnemental qui est tangible. C'est économiquement rentable aussi. C'est sûr qu'il faut faire le calcul, là, vous le dites. Il faut voir le nombre de kilomètres qu'on parcourt annuellement avec son lieu de travail puis nos déplacements réguliers. Mais c'est très grisant de passer tout droit devant une station-service là, puis de pas s'arrêter pour mettre de l'essence. Puis il faut comprendre aussi que collectivement, à chaque fois qu'on fait le plein d'énergie, on le fait avec notre propre électricité. Et puis, j'ai quelques collègues là, déjà au caucus de la CAQ. Entre autres, il y en a 2 qui sont en Bolt. Il y en a un qui a une Soul 2020. Puis, tous ces gens-là se sont rendus à Rivière-du-Loup sans aucun problème là, pour venir assister au caucus. Là. La berline électrique Model 3 de Tesla, nouvellement arrivée, battra certainement tous les records de vente de véhicules électriques en Australie et doublera probablement le total cumulé de vente des véhicules électriques Tesla dans le pays seulement d'ici la fin de l'année. On estime qu'au mois de septembre, Tesla avait livré plus de véhicules électriques Model 3 en Australie que le total des modèles S et X en 2018, qui s'élevait environ à 1200 véhicules. Il semblerait que la vente de Model 3 pour septembre aurait atteint 1500 véhicules, mais même si 1200, cela représente environ 5% des ventes mensuelles de toute nouvelle voiture de tourisme au pays, les ventes ont chuté comme une pierre l'année dernière. Même la présidente de Tesla, Robin Dunham, a dû s'impliquer pour assurer la livraison des 200 Model 3 par jour seulement à Sydney la semaine dernière. Les médias sociaux regorgent d'articles publiés pour les clients qui sont satisfaits du personnel de livraison Tesla et du rythme de livraison, c'est-à-dire jusqu'à 70 par jour à Brisbane, 400 en 5 jours à Sydney et un nombre similaire à Melbourne dans le cadre du long week-end. Le Conseil de ville de Laval a adopté cette semaine un règlement afin d'exiger pour les nouveaux bâtiments de 5 logements et plus des installations électriques permettant d'accueillir des bornes de recharge de niveau 2 pour un certain pourcentage des cases de stationnement. Une telle réglementation pour l'ensemble de la ville est une première au Québec. Plus précisément, l'exigence est de prévoir le filage et la boîte électrique permettant de recevoir des bornes de niveau 2 selon les modalités suivantes.
25 % des cases de stationnement pour les nouveaux bâtiments de 5 à 49 logements, 20 % des cases de stationnement pour les nouveaux bâtiments de 50 logements et plus, en plus de prévoir 2 bornes de recharge niveau 2 fonctionnelles dans ces bâtiments. Cette mesure permettra de favoriser l'électrification des transports pour les citoyens résidant dans des multilogements. Il est en effet très coûteux d'ajouter des bornes lorsque le filage approprié n'a pas déjà été prévu au départ. Le vachage. C'est un mot un peu spécial. Plein de monde nous demande qu'est-ce que ça veut dire, vachage. Alors, on va traiter de ce thème-là, puis on va évidemment expliquer ce que ça veut dire. Mais avant de commencer, pas mal de monde en studio aujourd'hui. En fait, c'est la plus grosse shot ever de monde dans le studio. C'est impressionnant. On a plusieurs personnes, alors je fais un tour de table pour vous présenter les gens qui sont là. Alors, en face de moi, Danny Bougie. Bonjour, Danny. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Très bien. Donc, tu es un personnage connu de Facebook, du monde de l'électromobilité. On voit des posts de toi une fois de temps en temps. Commente, ben c'est ça. Je blague. Ben, on est là pour commenter, effectivement. Donc, tu étais à la bonne place. À sa droite, François Villot. Bonjour. Que je dis souvent la blague, qui est quasiment rendu notre analyste de service. Quand on a besoin d'un analyste, on appelle François. Ça va bien, François? Ça va très bien, merci. Super. Et à ma droite, le seul et l'unique, Fred Allard. Salut, Fred. Salut, Martin. Ça va bien? Oh oui, ça va bien. Donc, Fred, merci d'être là pour parler avec nous du vachage. Juste avant de commencer, le thème vachage a été introduit pour la première fois il y a quelques années. Je pense que c'est une traduction libre. Je ne sais plus d'où ça vient, là. C'est difficile à dire, mais c'est quelqu'un de la gang qui a inventé ça. Hein? C'est pas un mot officiel. Là. Ça vient de l'anglais icing, juste pour qu'on comprenne d'où ça vient. ICE, c'est l'abréviation de Internal Combustion Engine, un moteur à combustion interne. C'est un terme qui est employé pour dire qu'il y a une voiture à essence qui est à un endroit qui est réservé aux voitures électriques, donc la voiture à essence bloc, on appelle ça du icing. Puis en français, ça a été traduit par vachage pour voiture à combustion, donc VAC, VAC, donc vachage. Donc c'est une traduction, un terme qui a été inventé, mais en fait qui représente, puis vous me direz si c'est votre compréhension du terme, là, une voiture, si on prend le terme vachage comme tel, c'est une voiture à essence qui est stationnée à l'endroit où une voiture électrique devrait se stationner. Donc, elle bloque l'accès à la voiture électrique. C'est comme ça que vous voyez ça? On parle tout le monde dans la même affaire? On parle la même chose. Ça s'est élargi pour moi. Ça s'est élargi aussi aux véhicules électriques qui peuvent occuper une place. Ben, c'est bon que tu dises ça parce que c'est justement là, je veux qu'on s'en aille. Parce que vachage, je veux dire voiture à combustion. Puis le terme, c'était bloquer un espace. Mais bloquer un espace, c'est pas nécessairement des voitures à combustion. C'est malheureusement trop souvent des voitures électriques qui bloquent d'autres voitures électriques. Puis je pense que le terme vachage est quand même utilisé. Vachage, c'est une vache qui est assise et qui bouge pas devant une borne. Ouais. Je me rappelle de l'article. En fait, c'est Simon Pierre, je pense, qui avait parti ça. C'est un article qu'il avait fait là-dessus. Avec, je vois encore l'image de la vache qui se tient dans le stationnement. Pas capable de bouger. Pas capable de bouger, puis c'est ça. Pas capable. Ah, OK, c'est bon. Donc, la problématique est relativement simple. Je pense que tout le monde peut le comprendre. Les bornes de recharge, il n'y en a pas encore assez, dira-t-on. Ça fait en sorte que là où il y en a, on en a besoin. On ne peut pas se permettre qu'elles soient bloquées, ne serait-ce qu'une petite partie du temps, par des voitures qui n'ont pas d'affaires là. Donc, c'est une problématique qu'on vit de plus en plus. Il y a de plus en plus de voitures électriques. Le taux d'augmentation des voitures électriques augmente beaucoup plus vite que le nombre d'apparitions des bornes de recharge, même s'il augmente. Là. Ça fait en sorte que le nombre de fois que ça arrive augmente et de plus en plus, c'est monsieur, madame, tout le monde qui s'achète une voiture électrique qui est plus ou moins informé puis qui, des fois, est plus ou moins conscient aussi que c'est pas un stationnement VIP parce qu'il y a un symbole de borne de recharge peinturé sur l'asphalte. Ça veut pas dire que tu peux te stationner là puis il n'y a pas de trouble. Les gens, des fois, puis je l'ai constaté, moi, à quelques reprises, des gens qui le font puis c'est pas pour mal faire, ils savent même pas. Ils pensent que c'est un stationnement pour handicapés, un stationnement pour femmes enceintes, mais là, c'est un stationnement pour auto électrique puis on stationne là. Donc, la problématique, est-ce qu'elle empire? Est-ce que vous considérez ou vous voyez que c'est le problème se représente de plus en plus souvent ou vous avez l'impression que c'est assez stable, vous autres, depuis quelques années? Depuis la nouvelle loi, c'est sûr que c'est assez stabilisé. Mais avant que la loi arrive, c'était pas croyable. Ouais, c'était pas croyable de voir le nombre de véhicules à essence qui bloquaient les bornes parce que c'était pas grave. Il n'y avait pas de conséquences, mais on dirait depuis la loi, puis même un peu avant ça, depuis que plus en plus de véhicules électriques
on dirait que là, c'est de plus en plus de véhicules électriques qui varchent les bornes versus le nombre de véhicules à l'essence parce que, en tout cas, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais sur le site de vacheurs de bornes, on voit beaucoup de véhicules électriques qui varchent les bornes. Excellente page web, d'ailleurs, oui, effectivement. Puis du point de vue de la loi, puis on va en parler tantôt de la loi, là, on parle de l'article 388.1 du Code de la sécurité routière. Puis on peut le décrire, ça va aider au débat. Là. C'est un article de loi qui stipule que pour être stationné dans un stationnement réservé à la recharge de véhicules électriques, le véhicule doit être branché. Donc, forcément, il faut que ce soit un véhicule électrique, parce qu'une voiture d'essence, on ne peut pas le brancher. Puis si c'est une voiture électrique, il faut qu'il soit branché. Tu ne peux pas juste te stationner là puis t'en aller. Et on voit beaucoup, puis je pense que c'est à ça que tu fais allusion, de voitures électriques qui se stationnent là puis qui ne se branchent pas. L'accès est important. Tu sais, je pense que c'est un peu... le débat est là, c'est dans le sens où quand tu arrives à une station-service puis il y a 8 pompes à essence puis il y en a 3 de prix, ben, tu vas à l'autre d'après puis tu poses pas trop de questions. Mais s'il y en a 3 bornes à essence puis que les autos sont là, il n'y a personne dans les autos puis ils sont partis, tu sais pas ils sont où puis tu peux plus mettre de... Tu sais, t'es pogné là, ben le problème est grave. Donc, ça crée le fait qu'il y a des gens qui sont installés à des bornes de recharge puis qui doivent attendre que la personne qui bloque se pointe pour être capable de se charger et de repartir. Donc, ça a des conséquences majeures. C'est sûr que si tu regardes que je vais prendre mon véhicule électrique, je vais aller me stationner chez Shell devant une pompe à essence, puis je vais m'en aller, je sais pas le towing, combien de temps il va arriver. Hein? D'après moi, ça ne sera pas ben long. Pas ben long. Oui, puis dans le cas de la station essence, le propriétaire de la station essence, lui, il perd des ventes. Fait qu'il y a intérêt à ce que tu te tasses de là, puis qu'il y en a d'autres qui viennent mettre. Alors que les bornes de recharge, souvent, sont dans des stationnements ou des endroits publics où il n'y a pas vraiment personne qui surveille. La minorité, quoi. Ouais. Mais le circuit électrique perd des ventes à ce moment-là, quand même. Tout à fait. Et ça met le monde dans l'erreur. Ça m'est souvent arrivé de regarder l'application, de me dire « Ah, ben, je peux y aller, il y a de la place. » Puis d'avoir l'application qui roule, d'arriver dans le stationnement, regarder, il y a de la place, mais je regarde, il n'y a pas de place. Il y a un véhicule, il est branché, mais il n'a pas payé. Oui, faire ça m'est arrivé à quelques reprises. Avec les bornes de recharge rapide, on le voit beaucoup parce que la prise du pistolet n'est pas tributaire du fait qu'on a activé la borne ou pas. On peut prendre le pistolet, le brancher, mais pas démarrer la recharge. Et ça, on va en parler tantôt. C'est aux yeux de la loi, c'est correct. Tu peux juste... C'est-à-dire que quelqu'un qui fait ça n'enfreint pas la loi et si tu as un ticket pour ça, tu peux le contester. Et il y a eu plusieurs contestations qui ont été gagnées par les gens qui s'étaient branchés sans le démarrer parce que la loi ne stipule pas que la recharge doit être en cours. Exact, malheureusement. Ça, c'est un correctif qui devrait être apporté. Oui, c'est un problème. Puis ça existe aussi sur les niveaux 2. Dans les stationnements incitatifs, c'est souvent des bornes où le pistolet n'est pas barré. Tu n'as pas besoin d'activer la borne pour avoir accès au pistolet. T'sais. Donc, les gens le mettent dans l'auto, mais ne payent pas pour démarrer la recharge. Non, dans le fond, ils font ça pour avoir cette place de stationnement-là, entre guillemets, VIP, sans que ça leur coûte de l'argent. Donc, on conclut qu'ils n'ont pas besoin de recharge parce qu'ils ne démarrent pas la recharge. Donc, en principe, juste du point de vue éthique, ils ne devraient même pas être là s'ils n'ont pas besoin de se charger et laisser la place à ceux qui en ont vraiment besoin parce qu'il y en a qui ont besoin. Écoutez, ce que je vous propose, on a des chroniques dans l'émission et on a un de nos collaborateurs, Pierre Tadros, qui nous a préparé un petit reportage sur justement la loi 388.1, donc sur l'interprétation de cette loi-là et l'impact que ça a sur le vachage. Parce qu'évidemment, tantôt, Fred, tu l'as bien mentionné, il y a une loi qui est apparue il y a quoi, 1 an et demi à peu près, qui est arrivée en fonction. Puis cette loi-là, ce qu'elle dit, comme on a dit tantôt, c'est là, c'est fini le party là, de se stationner dans un stationnement pour borne de recharge pour tout puis pour rien. Si tu n'es pas stationné là en recharge, ben, tu vas avoir un ticket. Ça veut dire que techniquement, il y a des gens, monsieur, madame, tout le monde avec leur voiture à essence, sont arrivés au centre-ville de Montréal, ils ont vu un beau stationnement disponible, il y avait des bornes de recharge, ils n'ont pas tenu compte de la signalisation, ils se sont stationnés là avec leur auto à essence et oups, ils se sont ramassés avec un beau ticket de quoi? Pour la plupart, là, $100 plus $79 de frais, etc., pour être stationné là. Donc, ça l'a changé la donne. Hein? J'imagine que la personne que ça y arrive, elle ne fait plus le coup d'après. Là. Elle a comme compris qu'elle ne peut plus le faire. Mais quand on touche la poche du monde, c'est là que le monde réagit. Oui, ça réagit un peu plus. Par contre, les gens qui ont des autos électriques, il y en a qui réussissent à contourner le système, comme on disait, en se mettant dans ces endroits-là, mais en ne se branchant pas réellement. En se branchant, mais en ne se chargeant pas réellement. Exactement. Donc, ça reste quand même un problème. Je vous propose qu'on écoute tout de suite le reportage et puis on revient tout de suite après pour en parler ensemble. Chronique Branchez-vous avec Pierre Tadros. Bonjour. Comme vous le savez, le déploiement des bornes de recharge au Québec s'accélère, qu'il s'agisse de bornes L2, les 240 volts,
ou les rapides BRCC, les bornes de recharge à courant continu, on en retrouve maintenant sur pratiquement tout le territoire. Et c'est tant mieux. Aussi, les 4726 espaces de stationnement actuellement desservis par une borne de recharge devraient, normalement, être strictement réservés aux véhicules électriques. Afin de répondre à cette exigence, le gouvernement du Québec a modifié le Code de la sécurité routière. En avril 2018, donc il y a plus d'un an, le nouvel article 388.1 est entré en vigueur. Pourtant, nous allons voir que l'application de cette règle n'est pas automatique et qu'il reste encore du travail à faire. Explication. Commençons par lire le fameux article 388.1. Alors, seuls les véhicules routiers électriques et les véhicules routiers hybrides rechargeables peuvent être immobilisés dans un espace réservé à la recharge en énergie. Ils ne peuvent toutefois y être immobilisés que s'ils sont branchés à la borne de recharge. En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers, ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et les autres terrains où le public est autorisé à circuler. Fin. En résumé, ce sont seulement les véhicules électriques ou hybrides branchables qui peuvent utiliser ces espaces à la stricte condition d'être branchés. Il y a donc ici un premier quiproquo que l'on constate parfois dans les blogs et les groupes de discussion, par exemple les vacheurs de bornes sur Facebook. En effet, il arrive que des propriétaires gardent leurs véhicules branchés alors qu'ils sont rechargés. Cela se voit généralement aux bornes gratuites ou à paiement unique, par exemple sur une L2 au coût unique de 2,50 $. Heureusement, ces épisodes ne sont pas fréquents. Cependant, ils sont frustrants pour les usagers qui prennent généralement bien soin d'avoir une attitude de solidarité entre eux et une attitude de sensibilisation auprès des non-initiés propriétaires de véhicules à essence traditionnels. Dans cet exemple, la confusion peut être augmentée si l'on voit un panneau où il est inscrit « en recharge ». Or, cette mention ne semble pas correspondre à l'article du Code de sécurité routière. Pourtant, le ministère des Transports considère le terme « en recharge » comme équivalent au mot « branché ». D'ailleurs, le fameux panneau indiquant « en recharge » est maintenant lui aussi officiel. Pour une grande proportion d'électromobilistes, il s'agit d'une mauvaise interprétation du règlement actuel. Poursuivons avec la question des panneaux. Saviez-vous que pour être entièrement valide, une interdiction de stationnement doit nécessairement être sanctionnée par un panneau? Celui-ci doit d'ailleurs être conforme aux normes du ministère des Transports ou au règlement municipal qui répondra à ces normes. Autrement dit, s'il n'y a pas de panneau, un policier peut bien donner une contravention, mais si elle est contestée en cours, le juge pourrait très bien l'annuler à cause de l'absence d'un panneau. Sur les chemins publics, par exemple dans le stationnement d'un hôtel de ville, c'est la ville qui procède à l'installation de ces panneaux. Par contre, sur les chemins privés, accessibles au public, comme dans des stationnements de boutiques ou de centres commerciaux, si la ville n'a pas de règlement spécifique, il est possible de faire installer un panneau conforme au MTQ. S'il n'est pas conforme, la ville ou un représentant du ministère peut exiger son retrait. C'est dans le Code de sécurité routière aux articles 308 et 309. Et s'il y a un marquage au sol? Encore ici, le marquage au sol ne sert qu'à compléter le message présenté par le panneau. On retrouve cette information à la section 5 du règlement sur la signalisation routière. Donc, même s'il y a un marquage au sol, s'il n'y a pas de panneau, il est possible de ne pas respecter la règle voulant que seul un véhicule branché peut occuper l'espace de stationnement où se trouve une borne de recharge. Notez que cela est aussi vrai pour d'autres types d'interdictions. J'ai moi-même payé une contravention alors qu'il n'y avait pas de panneau et que j'aurais pu la contester. Je vous rassure, c'était sur un espace sans borne ni prévu pour des personnes handicapées. Dans tous les cas que je viens de vous présenter, si vous appelez la police et que les agents refusent de donner une contravention parce qu'il n'y a pas de panneau, il ne faut pas leur en vouloir. Ils et elles ne font que respecter une interprétation légale de la procédure et vont éventuellement éviter des contestations en cours. À noter cependant que les approches peuvent actuellement varier selon les corps de police, voire même selon les policiers et policières. Mon vécu en est un bel exemple. Maintenant, supposons qu'un véhicule occupe l'espace de stationnement d'une borne de recharge, qu'il n'est pas branché et qu'il y a effectivement un panneau. Que se passe-t-il? Alors là, un policier ou une policière pourra effectivement donner une contravention. L'article 509 du Code de sécurité routière indique que le montant peut varier de 100 à 200 $. Cependant, il peut être moins élevé si le règlement municipal le prévoit. J'ai pas vu ça, mais ça se peut. Aussi, l'agent de la paix a normalement pour consigne d'appliquer le montant minimum, soit 100 $
ou en fonction du règlement municipal si celui-ci prévoit une amende minimale plus élevée ou s'il s'agit d'une récidive. Pour ce qui est des frais, ils sont de 70 $ lorsqu'une contravention est émise en lien avec le Code de sécurité routière. Donc, un ticket, comme on dit en bon français, ça coûte 170. Par contre, s'il s'agit d'un règlement municipal, les frais peuvent être moins élevés, par exemple aux environs de 150 $ au total, parce que c'est 50 $ pour à peu près les frais municipaux. En résumé, en l'absence de panneaux, il est possible que des policiers et policières ne donnent pas de contravention en vertu de l'article 388.1 du Code de sécurité routière. Il y a aussi encore du travail à faire afin d'assurer une cohérence dans l'affichage et d'éviter la confusion que peut provoquer, par exemple, une indication en recharge. Pendant ce temps, soyons patients et sensibilisons nos concitoyens et concitoyennes à l'importance de garder les bornes disponibles pour ceux et celles qui en ont besoin. Pour vous y aider, l'AVEC a produit un petit imprimé que l'on peut déposer sur le pare-brise d'un véhicule fautif. Bonne recharge! Messieurs, vos commentaires, vos réactions. C'est comme... l'écouter, c'est comme un livre, plein d'informations qu'il faut peut-être écouter 2-3 fois. Oui, effectivement. Parce qu'on ne peut pas tout retenir. Il y a beaucoup de contradictions un peu. Pas de contradiction, mais je veux dire, de ce qu'il dit, mais vis-à-vis ce qu'on vit. Autrement dit, comme quand on dit en recharge et tout ça, et puis c'est des petits détails techniques qu'il faudrait justement modifier la loi pour qu'elle la rende plus efficace. Mais le point le plus important, c'est sensibiliser les gens avant tout. Mais comme je dis, il y en a que c'est la seule manière de les sensibiliser, c'est de fouiller dans leur poche. Oui, c'est ça, c'est un mal nécessaire. François, ta réaction? Moi, ma réaction, c'est beaucoup de zones grises. C'est juste des zones grises. Je veux dire, on était content, c'était en mai 2018 que la loi est arrivée. On l'attendait. Mais je pense qu'on était plusieurs en la lisant, qu'on s'est dit, oups, là, je pense qu'il y a des situations où ça va être très vague. Il y a beaucoup d'améliorations pareilles. Beaucoup d'améliorations. Mais ça reste qu'il y a des gens qui en profitent malheureusement. Ça, c'est vraiment, vraiment terrible là, de le faire consciemment comme ça. Là. Puis ce qui est encore plus troublant, François, c'est que la seule façon d'abuser des faiblesses de la loi, c'est essentiellement de se stationner puis de pas réellement se charger. Donc, c'est forcément des électromobilistes. C'est ce qui est sacré. Hein? L'objectif de la loi, c'était de s'assurer que dans les espaces de stationnement, ça serait uniquement des voitures électriques en recharge. Donc, on voulait enlever les voitures à essence et on se rend compte que là, en faisant ça, on a réglé une bonne partie du problème des voitures à essence, mais notre ennemi public numéro 1 s'est rendu des électromobilistes mal informés ou mal intentionnés. Danny, toi, comment... moi, je suis un peu déçu du manque de précision de la loi. Puis, moi, il y a un gros bout, tu sais, quand on dit en recharge, moi, j'irais avec une session active. Moi, qu'un électromobiliste soit dans une borne, le minimum, c'est qu'il paye. Ouais. Le minimum. Sinon, moi, je considère ça comme un vol. Malheureusement, là, je considère ça comme un vol. C'est des bornes qui coûtent cher. On veut tous avoir plus de bornes. On veut tous avoir plus de bornes. Puis s'il n'y a pas d'argent qui rentre, ça va être plus difficile de justifier de rajouter des bornes. Puis on se nuit. C'est vraiment dommage que des gens qui nuisent aux autres électromobilistes puis qui en profitent comme stationnement VIP. Oui. Mais ce que tu dis là, Danny, ce que ça m'apporte comme réflexion, c'est on entend souvent des gens qui disent... moi, j'ai branché ma voiture à une BRCC, puis je suis parti une bonne partie de l'après-midi. Puis vous n'avez pas à chialer, je paye ma session, fait que j'ai le droit de rester là, je le paye. Puis pourquoi je dis ça, c'est que selon la loi, puis selon le raisonnement que tu me dis là, au moins, il paye. Oui, mais ça ne règle pas le problème que, forcément, à un moment donné, au bout d'une heure, je ne sais pas la grosseur de sa batterie, mais mettons 1h30, son auto est à pleine. Fait que là, pendant tout ce temps-là, il continue à bloquer une borne que d'autres pourraient utiliser, alors que lui, il ne se charge plus vraiment, là. Excuse-moi. La réponse est tellement facile pour ça. Plein de fois, je la mets sur Internet. C'est hyper simple à régler. Le problème, c'est le circuit électrique qui l'a, le problème. C'est Flow, whatever. C'est super simple. Là. Ta voiture est pleine, le prix, il n'est plus le même. C'est plus 10 $, c'est plus 11,50 $, c'est 60 $. C'est un coût d'application. J'irais plus loin que ça. Moi, je dis un peu le même discours que toi, mais à partir d'un certain pourcentage, plus ton ampérage diminue, à partir de 80%,
là, tu tombes dans une autre braquette de prix parce que tu es supposé de laisser ta place à un autre. Fred, Tesla n'a pas un principe un peu comme ça où la facturation est modulée? Tesla, c'est un peu différent parce que contrairement au circuit électrique ou les autres, Tesla, quand tu arrives à une place, tu as minimum 4-8 bornes, puis jusqu'à 40 bornes dans un même endroit. Donc, la loi de Tesla stipule qu'il faut 50% des bornes occupées. S'il y a moins de 50%, je peux rester là toute la journée, je peux dormir là, il n'y a pas de problème. Mais le jour où j'arrive à une place où il y a, mettons, 8 bornes, puis que moi j'arrive, je suis le 4e, ben, je tombe dans le 50% plus 1. Quand je tombe dans le 50% plus 1, c'est là à ce moment-là qu'eux, ils ont un frais de placer. Dès que tu as terminé ta charge, tu as 5 minutes ou 10 minutes, puis après ça, il y a des frais. Okay. Fait autrement dit, eux autres, ce qu'ils ont comme raisonnement, c'est s'il y a de la place en masse dans un superchargeur, c'est pas ben grave si tu es en train si tu bloques des places, mais à partir du moment où la station du superchargeur commence à être très occupée, ben tu devrais faire attention puis laisser ta place plus rapidement. Puis si tu le fais pas, on va te facturer en conséquence. Dans le fond, on responsabilise les gens. C'est une chose que je voulais faire, justement, que autant Tesla que le circuit électrique que je trouvais intéressant, puis on en parle souvent sur les forums ces temps-ci, c'est que le circuit électrique, Flow, tout ça, pourrait justement installer facilement au lieu on peut toujours mettre l'étiquette avec notre numéro de téléphone sur l'auto, mais aussi sur l'application que la personne qui est en train de charger, qu'on pourrait immédiatement communiquer avec comme un genre de messenger pour dire « Salut, t'es où? J'aurais besoin de charger. Ton char, il est plein, s'il vous plaît. » Puis que le gars s'en vienne. Puis s'il s'en vient pas, ben là, à ce moment-là, les frais augmenteraient exponentiellement. Il y a des solutions technologiques, dans le fond, qui pourraient aider. Ouais. Moi, je suis un peu froissé par le 80% ou le whatever, parce que je me promène avec une Spark qui recharge super rapidement jusqu'à 90%, puis même des fois, je vais jusqu'à 100%. Parce qu'il faut que je traverse le parc des Laurentides pour me rendre au Saguenay. Fait que j'ai plus de misère avec ce côté-là, parce que les petites batteries, parfois, ont cette particularité-là d'avoir besoin. Je comprends très bien que les nouvelles batteries... Mais tu viens de le dire, par contre, tu vas te charger très rapidement jusqu'à 90%. Donc, même si le tarif change à 80%, le temps que tu vas payer de plus, ça ne devrait pas avoir un gros impact. Contrairement à une Bolt, admettons que tu vas attendre après pendant 20-30 minutes parce qu'elle va passer de 80 à 90%. Sauf que dans l'état actuel des choses, quand lui a besoin de traverser le parc et qu'il n'y a pas d'autres bornes avant sa destination, il est comme pogné, il n'a pas le choix, il a besoin de son 10% de plus. Pourquoi il serait pénalisé à payer plus cher parce que sa charge est plus lente alors qu'il en a besoin pour se rendre? C'est ça. Donc, ça va s'éliminer le problème dans les prochaines années. Effectivement. Mais pour l'instant... Puis on a le problème aussi avec l'hiver où tu as moins d'autonomie. Donc, même avec une Leaf, dans plusieurs cas, là, c'est de moins en moins pire parce qu'il y a plus de bornes. Mais en hiver, c'est un autre problème parce qu'on a moins d'autonomie. Donc, il y a une zone grise aussi à ce niveau-là. Veux pas, le circuit moins électrique. De bornes, plus de batterie. Puis en même temps, ben aussi plus d'auto, donc ça se nuit aussi. Je seconderais, Fred, à propos de l'argumentation d'avoir une messagerie dans l'application, parce qu'il y a du fâchage non volontaire. Puis ça, j'en ai vécu quand je suis allé justement au Saguenay il y a 2 semaines. Je suis arrivé à l'étape, puis les 2 bornes sont prises, puis il y a une Bolt qui est là, puis il y a une Ioniq. Ils viennent de se brancher. Puis la Bolt, je regarde l'écran, puis il y a une erreur. Puis elle a juste chargé 8%. Puis là, moi, je suis le prochain. Des bris. Il y a d'autres véhicules qui arrivent. Puis là, moi, je veux être le plus clean possible. Là, je vais à l'intérieur. J'essaie de voir s'il y a moyen de communiquer. Il n'y a pas de kiosque d'information. Il n'y a rien. Je reviens à l'auto voir des fois que quelqu'un serait revenu. Puis il n'y a personne. C'est difficile de communiquer à ce moment-là. Oui, tout à fait. C'est pas de la faute du propriétaire de la Bolt. Il ne sait pas que sa rechange vient d'arrêter. Ouais. Puis ça crée une file énorme, puis on sait que ça prend peut-être 40-50 minutes. Elle est partie volontairement dîner, puis je la comprends. Là, en fait, quand la borne a une erreur, si tu as mis dans tes notifications de recevoir un message du circuit électrique ou de Flow ou même de Tesla, tu le reçois. Normalement, tu devrais porter attention à ton téléphone de temps en temps, surtout sur une BRCC. Une niveau 2, on s'en fout, on sait qu'on est là pour des heures. Mais quand c'est une BRCC, il faut toujours rester attentif. Si tu ne restes pas proche, au moins regarde ton application souvent. Ben, je lui ai suggéré de mettre son numéro de téléphone à l'avenir, surtout que ça dure plus longtemps. Je voudrais appeler Mme Lampron pour qu'elle puisse faire pression sur le circuit électrique pour mettre justement une application d'interface de messagerie. Comme ça, on n'échange pas des informations personnelles, mais on peut quand même communiquer avec la personne qui est sur notre borne. On peut activer les textos dans l'application. Peu de gens le savent, mais on peut. Oui, c'est très pratique. Une fonctionnalité. Écoutez, messieurs, on fait une courte pause. On revient tout de suite après avec la suite de notre débat.
êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez JN Auto. Avec plus de 35 modèles presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, JN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de 299 $ plus taxes sur le prix affiché au financement d'un véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 route 116 à Richmond, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans. Ici Simon-Pierre Rioux, président de l'Association des véhicules électriques du Québec. Vous écoutez le podcast numéro 1 des véhicules électriques au Québec, Silence on roule avec Martin Archambault. Alors, on est de retour sur notre sujet du vachage de bornes. J'ai envie de reprendre ça, messieurs, en vous posant la question suivante. Est-ce que le vachage se vit de la même façon sur les bornes rapides puis les bornes niveau 2 où il y a des distinctions à faire? Danny? Moi, en 2019, là, parce qu'on n'aurait pas le même discours il y a 5 ans, mais je trouve qu'en 2019, avec l'apparition massive de BRCC, j'ai un discours différent à propos des niveaux 2. Puis aussi, ça dépend des endroits où on est. Présentement, là, moi, je travaille sur le plateau Mont-Royal, puis il y a beaucoup, beaucoup de bornes. Et puis, je suis particulièrement en hiver un vacheur de bornes sur les niveaux 2. Ma voiture prend 5 heures à charger, 5 heures et demie. Puis, j'arrive au début de l'après-midi, puis ça va me demander 15 minutes de marche pour aller changer mon véhicule de place, un autre 15 minutes à revenir, manquer de la job. Fait que souvent, ce que je fais quand je reçois mon texto, c'est plutôt de regarder, y a-t-il des bornes de libre autour de mon véhicule? Puis la réponse, c'est oui. Tout le temps, ça m'est jamais arrivé d'être plein. Puis au pire, si ça arriverait, j'essaie de laisser un numéro tout le temps, de ne jamais oublier de mettre mon papier dans mon numéro de téléphone. Donc, tu dis quelqu'un qui arrive, puis que toi, tu bloques une place, mais il y a de la place en masse proche pour se charger, donc la personne ne sera pas pognée. C'est ça ton raisonnement. C'est ça, puis c'est pas une BRCC, il parle des niveaux 2. Ouais. Puis un niveau 2, en 2019, là, ça devrait pas être critique, là, ça devrait pas te mettre dans le trouble, ça devrait pas, c'est une borne de destination, c'est comme, yes, j'ai une place pour me brancher pour repartir plein, mais ça... Ben, ça, je pense que ce que tu décris là, c'est une vraie belle réalité montréalaise. Ouais, si tu parles de ça à quelqu'un de Bécomo ou de Jonquière, où il y a 6 bornes niveau 2 dans la ville, là, c'est une autre affaire. Ouais, ben, j'arrive de l'Abitibi au début de l'été, puis non, c'est un désert. Ouais, c'est une autre affaire. Non, j'ai pas le même discours. Puis ton employeur, il a pas mis de borne, là? Non. Il veut pas en mettre non plus? Ben, j'ai pas de stationnement non plus. Il n'y a pas de stationnement, il faut la faire. Dans ce cas-là, pas le choix. Mais encore là, dans cette situation-là, tu es un régulier, donc quelqu'un qui veut voir s'il y a une borne de disponible, il va voir que tu es branché, même si tu es plein, il va voir que tu es branché, donc la borne est en utilisation. C'est quand même laisse pas son si numéro mal. de téléphone aussi. En plus, je paye. C'est sûr qu'en même temps, ouais. je suis content, je fournis de l'argent au réseau, puis j'alimente l'idée qu'on en a besoin. C'est important aussi. On t'aime. Quelqu'un qui exagère, ça commence puis ça finit où exagérer? Je vous donne un exemple. Comme là, toi, tu es sur une borne où tu es facturé à l'heure. Donc, si tu es là pendant, je sais pas moi, 3 heures de plus que ça a pris pour faire le plein, tu as comme vaché, entre guillemets, la borne pendant 3 heures. Mais on a des cas, des gens qui nous envoient des photos, des véhicules, surtout, par exemple, des voitures en libre-service que ça fait 48 heures, des fois une semaine que le véhicule il est là puis il est branché. C'est où la limite, là? Où est-ce qu'on trace ça, qu'on dit, là, ça a vraiment plus de bon sens? Encore là, la différence entre les BRCC et les bornes 240 volts, c'est très différent. Ce n'est pas les mêmes besoins. Moi, j'ai toujours vu ça, une borne 240 volts standard, comme une borne de destination. Donc, quand tu te branches là, tu peux en avoir pour 1, 2, 3, 4, des fois 6 à 8 heures. Alors qu'une BRCC, quelqu'un qui reste là jusqu'à temps qu'il arrive à 100%. Il ne restera pas là 10 heures de temps. Ça va coûter 110$, il est mieux de s'acheter un char à gaz. Encore là, est-ce que la BRCC... Moi, je ne suis pas au courant. Je les ai pas utilisés assez pour savoir, mais après 100%,
Il y en a qui me semble qui ont dit que ça arrêtait de facturer. Ça dépend des véhicules. Oh. Moi, j'ai vu 2h30 sur une Bolt dans un Saint-Hubert. Ça Je suis arrivé continuait. là, puis ça faisait 2h30 qu'elle était pluguée. Mais t'es pas à 100%. Ben, t'as pas changé. ah ouais, elle est à 100%, 2h30 une Bolt. Moi ça fait aussi. longtemps qu'elle est à 100%. Autant la Leaf que la Tesla, c'est pareil. Il s'est chargé tant et si longtemps qu'on n'arrête pas la session. Je pense que c'est les Kia. La Ioniq. La Ioniq 16 à 94. Parce qu'elle rendu à 94, c'est elle qui interrompt la session. Ouais, Vu exact. que la session C'est ça, est c'est interrompue. Alors, à ce moment-là, tu as un véhicule qui est branché, mais plus en recharge. Plus en recharge. C'est ça. On tombe dans cette catégorie-là. Et là, vous m'ouvrez une belle porte. On débranche-tu ou on débranche pas? Ça dépend le modèle du véhicule. Hein? Parce que débrancher quelqu'un qui est à 84%, 85%, 86%, c'est Non. assumer qu'il n'a pas besoin de plus. Exact. Qui peut être faux. On en a parlé tantôt, Danny. Des fois, il a besoin de plus. Ne puis- jamais c'est déconnecter. ça. Jamais. Même s'il est à 100%, il faut pas. Dans le cas de l'erreur, moi, comme Danny disait tantôt que la personne à 8%, ça avait fait un message d'erreur. Moi, ce que je ferais, je prends mon téléphone, je prends une photo pour montrer qu'il y a une erreur. Je le garde en mémoire, puis je le débranche. Comme ça, si la personne revient contre moi, je vais montrer la photo, je dis, regarde, t'étais à une erreur. Je t'ai fait ça, c'est ça, exactement. Mais à partir du moment où la session est arrêtée, par exemple parce qu'il s'est rendu au maximum puis s'est arrêté, ou encore parce que il n'est pas correct, il n'a jamais démarré la session puis il s'est juste branché dedans, donc ça roule pas. T'arrives, t'en as besoin, tu fais quoi? Moi, à mes yeux, si elle est arrêtée complètement puis que le char est à 100%, je me gênerai pas pour le débrancher. Mais s'il est à 98%, j'y touche pas. Vous autres, comment vous voyez ça? Moi, c'est pareil. Moi, ça me fend le cœur de débrancher un char, même quand il est à 100%. S'il y a une borne de libre à côté, je ne le débrancherai pas. Là, Mais Non, si ça, j'arrive c'est sûr. pour me brancher, puis moi, c'est la pression sociale. Moi, l'autre véhicule qui arrive en arrière de moi fait en sorte que je me dis, oh, ça n'a plus de bon sens. Ouais, c'est ça. Quand la file commence à s'allonger en arrière, à un moment donné, tu fais comme, ben là. Tu vas-tu on fait laisser quoi, la là? place à l'autre qui a des couilles pour le faire, Ouais, tu sais? ouais. Et là, ce que je comprends, si je résume votre situation, c'est si la session est arrêtée, tu débranches, mais c'est pas arrêté, même s'il est rendu Mais à même- 95%, tu le laisses aller. Mais même quand il est à 100%, éthiquement parlant, tu n'es pas supposé débrancher. Mais moi, ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je vais sur Facebook, puis là, je fais un post, puis je demande aux gens, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, selon le nombre de votes qu'on a, ben là, à ce moment-là, on prend... Non, mais on appelle ça sérieusement, partir la polémique. Hein? c'est encore une zone Parce grise. que chacun a sa façon de voir ça. Puis, en fait, ça va de trop conciliant, je pense, à trop agressif. Et écoute, il y a des posts qu'on a vus, là, des gens qui, c'est ça, des C'est la raison de utilisateurs. Là, parce que, écoute, je suis dans cette situation-là, il est à 98-99%, il n'y a pas un chat. Je suis à l'étape, il y a pas, je veux dire, j'ai pas le choix de me brancher. Combien de temps j'attends C'est la encore? raison d'être du site, justement, de la page Facebook Les Vacheurs de Ah, bornes. ben c'est bon que tu en parles, Fred. Je voulais justement qu'on parle de ça, les Vacheurs de bornes, qui est c'est une page Facebook. Si on tape les Vacheurs de bornes, on va trouver ça. Donc, c'est une page qui a été créée, que tu as démarré. En fait, ça a été démarré. On va corriger les choses. En fait, ça s'appelait Ça dépasse les bornes, qui avait été fondé par un autre Monsieur X. Et que là, finalement, on a décidé justement de couper ça en 2 pages, les électrons libres et les Vacheurs de bornes. Pourquoi? Parce que les gens trouvaient que ça avait juste du négatif. Puis ça faisait un peu de chicane ou de discussion qui n'était pas très, très constructive. Alors moi, ce que j'ai fait un sondage dans le groupe et les gens ont dit non, oui, non. C'était assez 50-50. Fait que ce que j'ai fait, j'ai dit parfait. On change le nom, électron libre. Et à ce moment-là, on parle de tout et de rien concernant n'importe quoi sur tout ce qui est l'électrification des transports. Et d'un autre côté, là, moi, j'ai parti les Vacheurs de bornes, qui, là, c'est une page que je suis seul administrateur et que je me dis, bon, vous voulez vous défouler, allez-y. Vous voulez poster de l'information, aviser des gens, parfait. On est rendu à 775 membres, puis j'ai jamais recruté personne, ou presque. Donc, c'est une page, pour ceux qui ne la connaissent pas, où les gens, essentiellement, vont là pour signifier qu'ils sont confrontés à une situation de vachage de bornes, puis souvent, ça va être accompagné d'une petite photo puis ou d'une situation. Exact, c'est ça. Puis des fois, c'est ça, ça porte un peu à certaines conversations animées. Oui, parce que là, les gens disent faut pas poster la plaque du fautif ou faut pas mettre de photos du char. Mais d'un autre côté, je me dis
Faites ce que vous voulez. La police, elle le voit, la plaque, on s'en fout. Le gars, il n'y a pas d'affaire là. Puis c'est à lui à être avisé pour pas qu'il recommence. Puis... Ouais. Ça aussi, on s'est informé, Fred. Et puis, il y a l'article 1457 du Code civil du Québec. Droit à la vie privée. Oui, qui interdit la publication d'une plaque minéralogique, une plaque c'est le fun à savoir. Donc, ça. la personne pourrait techniquement te poursuivre. Je dis toi, pas toi, là, la personne qui poste la photo, parce que c'est considéré comme étant une divulgation d'informations personnelles en l'encontre du gré de la personne, même si techniquement, et c'est la réflexion que plusieurs gens disent, mais la plaque est sur l'auto, tout le monde la voit. Oui, mais moi, quand je me promène dans la rue, tout le monde me voit, mais prendre une photo de moi à mon insu aussi est illégal, puis je pourrais poursuivre quelqu'un qui prend ma photo puis qui la distribue. Oui, donc c'est la même logique. Que, d'un autre côté, c'est sûr que la loi, c'est la loi, mais d'un autre côté, une plaque GNC 422, tu sais, je veux dire, on s'en fout un peu, on sait pas c'est qui. Puis les seules personnes qui peuvent vraiment avoir accès à l'information privée, c'est la police ou un groupe criminalisé qui a des bons contacts. Hein, on se comprend? Ouais. Alors, de ce côté-là, c'est pour ça que moi, je me dis, c'est pas grave. D'un autre côté, c'est sûr qu'une plaque comme, je sais pas moi, c'est écrit AVEQ en arrière, on sait c'est qui. Hein? Ouais, c'est le président de l'AVEC, on va le dire tout de suite, là, puis il nous poursuivra. C'est ça. Mais d'un autre côté, si la loi, c'est la loi, je vais porter justement attention à ça pour justement sensibiliser les gens dans le En groupe. fait, je pense que l'esprit derrière ça, c'est que par le modèle de véhicule, un petit collant que tu mets dessus. Tu sais, moi, il y a des autos que j'ai vues là-dessus que je pouvais dire c'est à qui. Donc, si je suis un être violent et légèrement déséquilibré, je pourrais aller vandaliser son auto puis en lui disant j'ai vu ta photo, c'est vacheur devant. Et là, la personne pourrait poursuivre en disant... Même sans la plaque? Non, avec la plaque, je parle. C'est oui, la plaque. Mais s'il n'y a pas la plaque? Non, je pense que c'est la plaque, le critère essentiel. Si c'est écrit, mettons, sur le véhicule son ultime, mais qu'on ne voit pas la plaque... Ouais. Écoute, on pourrait demander à un avocat, mais on tombe dans des détails. La plaque est clairement décrite dans l'article de loi. Donc la loi dit la plaque. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que pour la même raison, je déteste mettre mon numéro de téléphone dans le dash. Pour la même raison. Oui. Parce que quelqu'un qui déteste une voiture électrique arrive, voit mon numéro de téléphone, puis il peut me gosser. Puis je me suis déjà fait gosser dans le passé, tu sais, pour une... Oui, mais tu as une fonction harcèlement, là, puis après ça, la police va le poursuivre. Je sais bien, mais ça reste quelque chose qui est un peu touché. C'est pour ça que mais l'application au moins le numéro de téléphone, Danny, c'est toi-même qui décides de le mettre ou de pas le mettre. Alors que quand ta plaque se ramasse sur les réseaux sociaux avec une façon, puis des fois, la voiture est stationnée devant, par exemple, à un coin de rue d'un édifice, puis en plus, là, tu peux faire du croisement. Il travaille à telle place, la borne est juste à côté de cette place-là, je reconnais tel sticker sur son auto, c'est lui, même si j'ai pas de moyen de vérifier la plaque. Là, je pense que c'est là que ça peut causer préjudice. Écoutez, on a tourné ça, tous les bords, tous les côtés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut améliorer la situation? Parce que là, il y a du vachage. L'idée, je pense que tout le monde convient. Idéalement, dans un monde merveilleux avec des licornes, des arcs-en-ciel, il y en aurait pu. On fait quoi pour améliorer la situation? C'est quoi les interventions qu'on peut faire pour aider? Les 2 points majeurs que je retiens, c'est évidemment, à côté technique, de rajouter un système de textage qu'on peut parler directement à la personne pour lui demander « Peux-tu venir débrancher ton véhicule? Il est plein. » On pourrait se texter via l'application du circuit électrique, par exemple. Puis la deuxième, c'est vraiment de continuer à rajouter plus de bornes, surtout à des endroits névralgiques comme Mont-Laurier ou comme l'Étape ou des places où il y a beaucoup de distance entre les bornes. On ne peut pas dire « Ah, ben c'est pas grave, je vais aller à la BRCC qui est juste à 50 km plus loin. » Non, là, on peut pas. Là tu as Mont-Laurier, puis là, il faut que tu montes vers Val-d'Or. Là, tu n'as rien qu'une borne au milieu, puis tu n'as pas le choix. Fait que là, tu as une borne, puis tu as 50 chars qui attendent. Puis là, il y en a un qui vache là. Hey, là, ça, c'est le bout du bout. C'est sûr que les bornes BRCC, je les ai expérimentées cet été, là, les 4 bornes par station, les superstations. Station des bières? Oui, entre autres. Mais là, ils sont de plus en plus répandus. Puis, sérieux, ça fait toute une différence. D'arriver à un endroit, toi, Fred, tu es habitué avec une Tesla, mais pour nous autres, c'est comme, wow, on arrive, puis on sait à peu près à 100% sûr qu'on va avoir au moins une borne de libre. Fait que ça, je vous dirais que ça change complètement la donne pour moi qui avait fait le tour de la Gaspésie avec une borne aux 80 km, que tu dis, elle va-tu être prise ou elle va-tu être libre? Ça fait toute la différence. Mais, écoute, dans la plupart des cas, là, ça va être... il faut continuer ça va être ça. Évidemment que l'application va aider s'il y en a une, mais je pense pas que c'est tout le monde qui va vouloir nécessairement adhérer à ça. Un point que
je pense qu'il faut mettre de l'avant, puis ça fait longtemps qu'on en parle, c'est l'éducation des gens. Avant l'achat ou pendant le processus d'achat, les gens n'ont pas accès à l'information au niveau des bornes lorsqu'ils achètent un véhicule électrique. Combien de fois qu'on voit une personne qui était à une borne puis qui n'était pas au courant qu'à partir de 80%, ça diminue, puis il était supposé d'être proche ou au moins laisser ta place à un autre. Ça, je trouve que c'est un gros manque. Ça fait déjà 6 ans là, qu'on travaille ensemble, moi et toi, là-dessus, justement, avec l'AVEC pour justement sensibiliser les gens là-dessus, mais pas juste sur ça, mais surtout quand que les gens commencent à vouloir magasiner un char électrique, d'être conscient de tous les obstacles et aussi de ça. Mais l'autre point super important, puis que je reviens une dernière fois là-dessus, c'est oui, il faut commencer le développement à rajouter des superstations 4 bornes partout. Quand j'étais en Californie, juste hier, je regardais à Kettleman, il y a 40 superchargeurs dans la même place, 40. Il y a un lounge au milieu, là. Puis, écoute, il y en avait 38 de prix. Les 38 chars en train de charger. Ouais, c'est ça. C'est la poule ou l'œuf, là. C'est quoi qu'il faut en premier, là? Fait qu'ici, au Québec, ça. il faut en mettre des bornes. Puis, je sais que ça coûte plus cher, mais il faut débloquer ça au plus vite, là. Oui, effectivement. Puis c'est un catch-22 parce que contrairement à Tesla, qui est une entreprise privée, les bornes, quand ils sont installées par le circuit électrique, qui est une société d'État, quand ils mettent plus de bornes, trop de bornes, ils se font reprocher de mettre plus de bornes que le besoin est là. Puis quand ils n'en mettent pas assez, ils se font reprocher qu'ils n'en mettent pas assez. Fait que finalement, ils ont comme un jeu de plus 10, moins 10 avant de faire la première page d'un journal fort connu. Mais c'est comme des fonds semi-publics. Hein? Ouais. C'est un peu touché, puis tu veux pas non plus que l'argent des contribuables soit gaspillé. Puis d'un autre côté, Tesla, c'est pas grave, c'est des actionnaires, puis tout le monde n'arrête pas de dire que Tesla va faire faillite. Fait que c'est comme... ouais, ça nous fait pas tellement peur. Mon point pour le vachage de bornes, moi, les 2 points, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais une précision sur la loi, ça serait bienvenu. Pour préciser davantage que c'est pas juste branché, pour éviter les gens qui font des passe-croches. Bon point. Puis, ça c'est bon. J'allais dire 2 points. Mais justement, sur le point de... Parce que j'ai eu une discussion justement avec quelqu'un de la police de Montréal qui s'occupe du traitement des plaintes pour les tickets que donne la Ville de Montréal. Puis j'étais avec un policier que je connais, puis on discutait de ça. Puis le policier, il disait... Tu sais, il dit, nous autres, là, quand on se promène, là, on n'a pas le temps, on ne commencera pas à débarquer puis aller checker s'il y a du courant pour on donne un ticket, on n'a pas de ticket, là. Il dit, écoute, là, tu sais, ils débarquent même plus des autos pour checker les parcomètres, ils ont ça directement dans une application. Fait que pour eux, branché, pas branché, c'est un bon trigger. Ils voient qu'il n'y a pas de gun branché sur l'auto, c'est pas normal. Mais... gun branché, il est-tu vraiment cher? On va-tu à chaque fois, puis il y en a de plus en plus des autos électriques, à chaque fois qu'il y a une auto électrique, ils vont-tu aller voir? Il faut qu'ils débarquent et aller voir sur la borne. Ouais. Tu viens de le dire, avec leurs applications au niveau du stationnement, ils savent. Pourquoi ça ne pourrait pas être éventuellement la même chose? Donc, ça prendrait... 2 lignes de code pour que la police ait accès à toutes les bornes. Ça prend 2 minutes de faire ça, hein? Ah, c'est facile quand t'en parles. C'est bon. Là. Je vais donner ton nom aux entreprises qui fabriquent Mme ces Lampron va faire pression. On a esquivé un peu le sujet, mais au niveau des zones grises aussi, là, de la loi, on parlait des bornes chez Ikea, ou chez Ikea ou ailleurs. Je pense que tu en as aux zoo de Granby. Tu as 2 stationnements par borne. Tu as prévu. Ouais. Et là, tu as quelqu'un qui est en attente versus quelqu'un qui est chargé à cette borne-là, mais l'autre qui attend puis qui n'est pas branché. En théorie, il est dans le tort parce qu'il est un espace de chargement et non en recharge. Puis il y a eu des étiquettes que j'ai vu passer là-dessus, puis les gens ont été contestés, évidemment, mais ça reste que c'est encore une zone qui est très, très grise dans cette loi-là. Zone grise et contestation égale, même si tu gagnes, c'est du trouble, puis d'aller contester. On veut essayer de s'en sauver le plus possible. Pour ce que c'est, oui, effectivement. Messieurs, ça fut fort agréable. Je vous remercie beaucoup pour les échanges qu'on a eus aujourd'hui. Donc, je rappelle qu'on avait Danny Bougie, François Viault, Fred Allard. Merci beaucoup, messieurs. Merci Martin, toujours un plaisir. En passant, ça a bien été dans le studio, là, à part les bruits de spring, les sous-verts qui ont fait du bruit. Il faudrait que tu changes tes sous-verts parce que là, on va mettre des sous-verts en carton qui font moins de bruit. C'est des beaux problèmes, ça. C'est des faciles à régler. Des bons vieux couverts. Fred, il est bon là-dedans. Ouais. Ça en liège. Oui, c'est ça. OK, merci beaucoup, messieurs. Avis aux intéressés, suite à l'entrevue, j'ai effectivement changé mes sous-verts.
réflexions branchées de Claude Gauthier. Alors, bonjour tout le monde. Nouvelle chronique des réflexions branchées de Claude Gauthier. Et aujourd'hui, les sujets vont être par rapport au changement, par rapport aux faits, aux croyances, puis on va même parler de religion. Et je me suis dit que ça serait une bonne chose d'inviter quelqu'un qui a pu voir un changement dans sa vie peut-être un peu plus grand que moi, pardon, et que par rapport à la religion, elle allait certainement avoir une opinion très différente de la mienne parce que je ne suis vraiment, mais vraiment pas ni religieux ni croyant. Donc, j'ai pensé inviter M. Côté. Donc, pour les gens qui seraient dérangés par l'apparition de M. Côté, peuvent avancer la balado de 5 minutes ou encore peser sur stop. Mais je vous conseille d'avancer de 5 minutes. Vous allez avoir les dernières nouvelles avec Martin Archambault. Donc, M. Côté, bonjour. Hey, bonjour Claude. Hey, ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Ah ouais? Ben, moi, j'ai trouvé la dernière fois, ça avait été intéressant, notre petite discussion. Là, je voulais savoir, par rapport au changement, comment vous avez trouvé votre tour avec mon auto? Hey, j'ai adoré ça. Mais c'est pas ça que je veux te parler. C'est que, tu sais, ton Weed Eater, là, hey, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Fait que je suis allé en acheter 2. Un pour moi, un pour mon gendre. Parce que toutes les fois que je m'ajoute de quoi, il vient me l'emprunter, puis c'est bien rare que je le revoie. Puis quand je veux y emprunter, il est tout le temps parti avec, il l'a pris quelque part, il l'a laissé là, puis il va me le ramener, mais je le revois jamais, je suis obligé de finalement aller m'en acheter un deuxième. Fait que là, je vais en acheter déjà un premier. Ah, c'est pas pire, vous allez avoir réglé ce problème-là. Puis, je voulais savoir, M. Côté, vous, par rapport au changement, est-ce que vous en avez vu beaucoup dans votre vie? Ben, à part que ça fait 38 ans que je suis marié avec Germaine, là, j'ai aucun changement de ce côté-là. Mais oui, c'est vrai que dans ma vie, il y a eu beaucoup d'affaires. Hey, tu sais, Claude, moi, quand j'étais jeune, on allait à l'école à pied. On faisait 3 kilomètres. Après ça, on a eu des chevaux, nous autres, chez nous. Hey, on était les premiers à avoir ça. Puis mon père aussi s'était acheté un char. Hey, c'était le premier, là, dans le village qui avait ça. Te jure, tout le monde était jaloux de nous autres. Ah ouais, il était jaloux? Parce que vous aviez une auto. Ben, je comprends donc. Hey, ça s'est mis à dire toutes sortes d'affaires, toi. Puis des affaires qui avaient aucun rapport. Bon, ben c'est ça que, justement de ça que je voulais parler. Vous savez, M. Côté, que en tant que tel, l'être humain, là, c'est quelqu'un qui aime beaucoup être dans ses pantoufles, que ça soit assez standard, là, tout le temps pas mal pareil. Puis que justement, il n'aime pas le changement. Il y a des affaires qui peuvent être le fun, mais il y a des fois qu'il y a des choses qui vont être très difficile à accepter. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses avec lesquelles vous avez eu plus de difficultés? Oui, c'est sûr que il y a des affaires, tu sais, que je voyais, là, puis que je vois encore que, oui, tu sais, ça... Moi, tantôt, tu disais, toi, t'étais pas un croyant, puis pas un religieux. Tu sais, c'est correct, Claude, là. T'as le droit, là. Mais moi, je pense que le bon Dieu, là, il nous a mis sur la terre... Puis c'était pour faire des bonnes choses. Mais il y en a des fois que je vois qui font pas les bonnes choses. Fait que là, ça me tente pas mal. Hein? Ah ouais? Comment ça se fait? Ben, c'est parce que, en tout cas, tu sais, moi, je juge pas le monde, là. Mais il me semble que des fois, tu sais, tu te poses des questions, là, puis tu le vois bien que ça n'a pas de bon sens ce que tu fais. Ah ouais? Vous croyez ça? Pourtant, vous savez, M. Côté, si je vous disais... moi, mon véhicule électrique, en tant que tel, je pourrais le faire virer dans le garage, il n'y aura aucun problème. Hein? Il n'y a pas d'émanation, il n'y a rien. Est-ce que vous pouvez faire ça avec votre véhicule? Hey, ben non, tu fous, toi! Pas envie de me suicider. Hey, puis mon GM, là, 92 en plus, c'est ça, je me disais. Ils vont-tu en faire bientôt des pick-up? Vous n'êtes pas le premier à me le demander. Je vous dirais que... Normalement, on devrait en avoir l'année prochaine. Il y a plusieurs compagnies, pas plusieurs compagnies, mais il y a quelques compagnies qui nous en annoncent. Normalement, ça devrait arriver l'année prochaine aux environs de 2020. Ben, moi, j'ai vraiment hâte. Parce que j'ai tellement aimé ça que je pense que moi, je changerai mon pick-up. Hein? Monsieur Côté qui va changer son pick-up avec le Weed Eater. Là, M. Côté, vous allez répondre à une petite question parce que c'est justement moi ma question. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de changer ça? Ben,
Tu sais, moi, c'est ça, là. C'est comme je te disais tantôt. Tu sais, quand tu commences à analyser les affaires, puis là, tu sais, tu m'as demandé des affaires, puis tu m'as dit toutes sortes d'affaires, puis je suis allé me renseigner, là, sur Google, puis je me suis aperçu que, hey, c'est vrai que ça n'a pas de bon sens ce qu'on fait. Hein? Envoyer du gaz dans les airs, puis qu'on respire ça, puis... Fait que je me suis dit, avant de mourir, il fallait qu'Arthur, tu fasses de quoi pour tes petits-enfants. Fait que je me suis dit que c'était tout de suite, ou pas pantoute. Bon, ben, je vous félicite, M. Côté. Puis, j'aimerais beaucoup ça que, lorsque je fais des interventions comme ça, qu'il y ait plus de gens qui m'écoutent. Alors, M. Côté, je vous remercie beaucoup. Hey, merci Claude, tu m'as fait plein plaisir. Puis, on se revoit dans 2 semaines. Bye-bye. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Le 11 octobre à 19h, la bibliothèque Annie Saint-Arnaud sur la rue Saint-Eugène à Latuc. Conférence de Simon-Pierre Rioux, la voiture électrique, est-ce pour vous? Le jeudi 24 octobre, de 14h à 18h, la mobilité durable, ça me branche à la MRC de Matawini. C'est au chalet de la plage municipale de Rawdon, au 3304 8e avenue à Rawdon. Préinscription sur Roulon électrique. Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe, c'est du 25 au 27 octobre 2019 au centre BMO sur le site de l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe. Exposants, conférenciers, essais de véhicules électriques, c'est un happening à ne pas manquer. Conférence à voiture électrique, un survol électrisant le 29 octobre à 19h à la bibliothèque municipale de Sainte-Julie. Conférence que j'aurai l'honneur de faire au 1600 chemin du Fer à Cheval. Conférence la voiture électrique, un survol électrisant, c'est le 5 novembre à 19h à la bibliothèque Linette Jutras-Lapelle de Plessisville. C'est encore moi qui aurai la chance de faire cette conférence. Branché sur l'avenir, samedi le 9 novembre de 10h à 16h, c'est chez E-Racine, 1080 rue Douglas à Saint-Jean-sur-Richelieu, essai de véhicules électriques, kiosque d'information et conférences. 2 autres conférences que j'aurai la chance de donner. La première, le 14 novembre 2019 à 18h30 à la bibliothèque Armand Frappier. C'est au 80 rue Saint-Thomas à Salaberry de Valleyfield. Et ensuite, une autre, le 18 février 2020 à 19h. C'était la bibliothèque de l'Île des Moulins. C'est à Terrebonne. Donc, une autre conférence sur la voiture électrique, un survol électrisant. Ceci conclut la présente balado-diffusion. J'aimerais remercier aujourd'hui tous les collaborateurs, c'est-à-dire Fred Allard, Danny Bougie, François Viault, Claude Gauthier et Pierre Tadros. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin@silenceonroule.com. Pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association des véhicules électriques, veuillez plutôt écrire à info@avq.ca. Et pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez www.avq.ca. Je vous rappelle que sur notre site, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout au www.silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.